Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer de rattraper quand même le temps passé parce qu'il a déjà été dit beaucoup de choses et je ne voudrais pas rajouter trop d'éléments. Je vais partir d'une phrase qui m'a un petit peu fait sursauter, qui est extrait d'un texte du président Bas, qui disait « Avec l'essor des nouvelles technologies, l'institution judiciaire n'a plus le monopole de la justice, mais la justice est irremplaçable pour le service impartial de l'état de droit. » Alors, excusez-moi de faire une relecture critique de votre texte. Je me suis inquiété sur le fait de savoir si on pouvait dire que les nouvelles technologies allaient retirer à l'institution judiciaire, ou aux juridictions plus largement, aux deux ordres de juridiction, le monopole de la justice. Et je me suis dit, alors c'est peut-être une réaction au moins autant de professeurs de droit que d'avocats, que ça me semblait quelque chose de très dangereux et que vraisemblablement un des éléments clés peut-être de la discussion qui a eu lieu aujourd'hui, c'est peut-être de distinguer justice et droit et l'impact de ces technologies vis-à-vis de la justice, avec un grand J, et vis-à-vis du droit. La justice, tout le monde sait ce que c'est une fonction absolument essentielle dans un état de droit, dans une démocratie, c'est une fonction spécifique de la puissance publique, hein, une puissance publique indépendante, séparation des pouvoirs, et à mon sens, et en tout cas je l'ai appris comme ça et je l'apprends comme ça à mes étudiants, et je pense que mon collègue Cadier, c'est une fonction qui n'est pas délégable. Et qui ne le sera pas, de même qu'un certain nombre de fonctions de sécurité, un certain nombre de fonctions de souveraineté ne le sont pas. En revanche, le droit, on le coproduit, le droit. Bien sûr, la justice et les juridictions jouent un rôle central, c'est le noyau dur, c'est l'ancrage du système juridique, mais le droit est aujourd'hui coproduit par la société, par les personnes, par les entreprises, par les associations, par les professionnels du droit, et il y a une interaction. Et pourquoi je fais cette distinction un peu simpliste, bien évidemment, mais le temps tourne, c'est parce qu'il me semble que les risques qui existent dans la technologie numérique, les biais qui existent dans la technologie numérique, sont à regarder avec beaucoup plus de rigueur du côté de la justice que du côté, j'allais dire, du marché du droit. Et c'est la raison pour laquelle je crois, comme un certain nombre de ceux qui se sont déjà exprimés ici, qu'il faudra que le législateur, puisque nous sommes chez le législateur et vous nous auditionnez pour cela, le législateur soit extrêmement prudent sur la façon dont les technologies numériques, dont nous ne maîtrisons pas encore, j'allais dire, toutes les implications, peuvent rentrer dans le sanctuaire de la justice. Je pense qu'il faut... Portalis disait qu'il fallait écrire la loi avec la main tremblante. Je crois que les juridictions doivent utiliser les technologies numériques, et notamment cette nouvelle technologie prédictive, avec une extrême précaution, parce que, on l'a dit tout à l'heure, la fameuse formule de Larry Lessig, professeur de droit constitutionnel aux États-Unis, en 2000, code is law, peut avoir plusieurs compréhensions, mais ça peut vouloir dire que finalement, ça sera le code du logiciel, le code de l'instrument technique qui produira la règle, et qui non seulement produira la règle, mais l'imposera automatiquement à tous les acteurs, sans même que l'homme ne puisse intervenir. Et donc, je pense qu'on doit rester, s'agissant, j'allais dire, de la fonction juridictionnelle, vers une très grande retenue, et au moins une très grande retenue à un double niveau. D'abord, si on regarde sur le plan pénal, on voit bien que les services d'enquête, les services de police, les services de sécurité utilisent et vont utiliser de plus en plus des moyens technologiques extrêmement puissants, et ils le doivent, pour prendre, j'allais dire, tous les risques, pour essayer de trouver la vérité dans les datas, dans les données, etc. Et du même coup, si j'allais dire, les enquêteurs poussent cette numérisation de leur activité extrêmement loin, il faut que le juge pénal, quelque part, soit le garant ultime de la recherche de la vérité, des grands principes de l'état de droit, du fait que le doute doit bénéficier à l'accusé, du fait que la preuve doit être loyale. Et si le juge était lui-même intégré dans une chaîne algorithmique qui irait, j'allais dire, de la détection de l'infraction jusqu'à la sanction de l'infraction, à ce moment-là, nous perdrions, j'allais dire, tout ce qui est le cœur de la justice, à savoir de remettre la fonction ultime entre les mains du tiers impartial. Et le tiers impartial, c'est nécessairement un homme et pas une machine, même si les machines peuvent aider. Le deuxième volet, et ça m'amènera à dire quelques mots effectivement du marché du droit et des efforts d'autorégulation du marché du droit, c'est que dans le procès civil et commercial, le juge,
qui est à ce moment-là l'arbitre entre, j'allais dire, les parties qui font le procès, parce que devant le juge civil, ce sont les parties qui font le procès, hein. On a rappelé la règle ultra petita, etc. Eh bien, le juge doit garder une certaine autonomie par rapport aux outils que très légitimement les acteurs du droit, c'est-à-dire les parties au procès et leurs avocats, vont aller mobiliser pour produire les meilleurs argumentaires, pour rechercher les meilleures pièces, pour présenter les meilleures jurisprudences. Donc le juge doit avoir et devra avoir vis-à-vis de la technologie un recul, hein. Et donc bien évidemment, il devra s'appuyer sur des instruments techniques, mais ne pas en être dépendant. Alors à l'inverse, sur le marché du droit, on peut sans doute voir des modes de régulation, j'allais dire, beaucoup plus coopératifs et si j'ose dire, prendre plus le risque de l'autorégulation. Alors, Alexis Debord a présenté l'initiative d'Open Law. Bon, j'ai modestement participé avec ma collègue Zélia Zolinski de l'Université de Versailles-Saint-Quentin à essayer de réfléchir avec les différents protagonistes de cette initiative à ce que l'on pouvait mettre dans cette charte. Cette charte, elle vise à faire quoi? Elle vise à essayer, j'ose dire, je le dis d'une manière un peu simpliste, vous m'en croyez, à essayer d'attirer vers les professionnels du droit les meilleurs legal tech, c'est-à-dire celles qui veulent véritablement apporter une contribution loyale, claire et efficace, transparente à la production d'un meilleur droit, et du même coup, j'allais dire, faire la différence par rapport à celles qui voudront rester, j'allais dire, dans une altitude de braconnage, hein, dans une altitude de prédation, en s'émancipant totalement de toute une série de règles. Et sans vouloir rentrer dans le détail du texte, nous avons introduit, enfin je dis nous, encore une fois, ce n'est pas moi qui suis à l'origine, hein, j'y ai poussé quelques points, mais la charte a introduit un certain nombre d'éléments qui auraient pu paraître surprenants. D'une part, Alexis l'a dit, on a parlé de l'intérêt du client, on a mis l'intérêt du client au centre, mais on a imposé à tous les signataires, c'est-à-dire à la fois les anciens professionnels du droit, en tant qu'avocat, je me sens donc un ancien professionnel du droit, je sais pas, en tout cas les professions réglementées, mais aussi aux legal tech qui ont accepté de la signer, on a proposé qu'ils s'auto-soumettent à un certain nombre de règles qui, nous, les professionnels du droit, sont des règles qui font partie de notre statut déontologique. C'est-à-dire qu'ils s'engagent à prévenir les cas potentiels de conflit d'intérêts, qu'ils s'engagent à sécuriser leur traitement, qu'ils s'engagent à respecter la confidentialité des données et qu'ils s'engagent à travailler de manière transparente avec les différents professionnels du droit en respectant les périmètres respectifs des différentes professions. Alors bien évidemment, ce sont des engagements, et les engagements valent ce que valent les contrats, c'est-à-dire qu'il y a une dimension, j'allais dire, déclaratoire, hein, mais il y a aussi, on le sait, une dimension éventuellement juridique et éventuellement contentieuse, puisque celui qui violerait l'engagement qu'il a pris dans un document contractuel pourrait s'exposer, dans un certain nombre de cas, à voir sa responsabilité engagée, notamment si, par exemple, un client, si, par exemple, un acteur est allé vers tel ou tel prestataire parce qu'il avait confiance dans l'engagement qui a été pris dans le document en question. Et je voudrais terminer par là parce que le temps tourne et je pense qu'il y aura des questions. Absolument pas. J'ai repris toute l'autorité qui sied à un bon modérateur, donc vous pouvez prendre le temps que vous voulez. Voilà, c'est ça un modérateur. Merci de cette modération mais je n'en abuserai pas. Bien évidemment, cette pratique d'autorégulation qui, comme l'a dit Alexis Debord, a pour l'instant plutôt bien marché, puisque un nombre important de signataires se sont manifestés, ont concrétisé leur engagement, que à la fois des professionnels réglementés et des sociétés technologiques, des legal tech, les ont signés, qu'il y a actuellement une volonté pour approfondir un certain nombre d'éléments de référence, et notamment les annexes de sécurité et les annexes sur les relations clients, qui en fait ont pour but d'en faire des éléments de l'état de l'art qui deviendraient opposables, y compris demain dans un futur contentieux. Hein, parce que je pense à certains de nos magistrats qui sont ici, qui demain auront des contentieux sur les conséquences éventuellement préjudiciables de telle ou telle activité, de tel ou tel outil, hein, puisque
les outils numériques auront leurs accidents, comme tous les outils, comme tous les instruments. On voit les premières voitures autonomes qui ont des accidents, eh bien nous aurons les premiers algorithmes qui auront des accidents. Eh bien, lorsque le juge devra juger, il cherchera des références opposables, comme on dit dans un certain nombre de domaines du droit. Il cherchera des éléments de bonne pratique qui permettraient, avec l'aide éventuellement d'experts, de déterminer ce qu'un bon professionnel honnêtement formé devait faire pour remplir ses engagements vis-à-vis de ses clients, vis-à-vis de ses partenaires. Une charte de ce type, si elle est suffisamment bien réfléchie, si elle est mise en œuvre et acceptée par un nombre d'acteurs suffisamment important, peut devenir, notamment à travers ses annexes, un élément de production de droit souple, certes, d'éléments de référence qui pourront être, le cas échéant, repris par le juge dans le cadre de contentieux et qui pourront fixer, j'allais dire, une limite entre la bonne pratique et la mauvaise pratique. Alors au-delà, bien évidemment, je le crois sincèrement, et j'ai entendu qu'un certain nombre l'ont dit, et je le partage tout à fait, le législateur, puisque c'est la question qui nous a été posée, va devoir compléter le dispositif. Je crois fondamentalement que nous devons créer cet ordre public numérique, dont il a été question tout à l'heure. Nous devons créer cet ordre public numérique en faisant appel, j'allais dire, à différents instruments. À des instruments de droit public, vraisemblablement, voire peut-être de droit constitutionnel, pour garantir absolument l'indépendance des juridictions et les éléments essentiels qui tiennent notre pacte démocratique et notre pacte juridique. Des éléments, au contraire, contractuels, des éléments d'autorégulation qui sont issus de la pratique des acteurs et dont laquelle cette charte est peut-être un premier exemple, mais je suis sûr qu'il y en aura d'autres. Et puis, des éléments législatifs qui viendront, parce que je crois que ce sera nécessaire, qui viendront apporter les garde-fous utile dans un certain nombre de points. On l'a déjà dit, mais je pense que M. Lessy, qui est là, va y revenir, vraisemblablement dans le cadre, j'allais dire, de la protection des données personnelles et dans la suite de la mise en œuvre du RGPD. Nous avons sans doute des choses à faire. J'ai noté quand même que dans la décision récente du Conseil constitutionnel du 12 juin, il y a quand même une petite censure très limitée de quelques mots, mais qui sous-entend quand même qu'il faudrait sans doute perfectionner quelque chose en ce qui concerne la transparence des algorithmes. Donc ça veut dire vraisemblablement que le législateur va être amené à aller plus loin. Sans doute également dans matière civile, en prévoyant peut-être qu'en cas de préjudice lié à la mise en œuvre d'une technologie numérique mal maîtrisée, le juge civil puisse avoir recours à travers peut-être des mécanismes d'appel à des experts extérieurs, de certification, à la possibilité de recourir à quelqu'un qui lui dise, qui mette le nez dans la boîte noire et qui lui dise si la boîte noire a bien fonctionné, a mal fonctionné, si elle a été bien gérée, mal gérée. Sinon la règle de responsabilité civile de droit commun, toute personne qui commet une faute s'engage à la réparer, sera mise en échec par la black box technologique. Et puis, certainement, sur le plan pénal, puisque ça a déjà été évoqué tout à l'heure, on peut avoir peur qu'à travers la manipulation des big data, et notamment des big data judiciaires, par exemple, certains ont dit même des actes criminels, en tout cas des actes délictueux graves, puissent mettre en cause la vie privée, la liberté, la réputation des personnes. Donc je crois que l'ordre public numérique, que certains appelaient de leur vœu, ça me semble une bonne idée. Nous pourrions acter ici que nous souhaitons contribuer ce soir à la création de cet ordre public numérique. En fait, il a commencé à être mis en œuvre depuis 1978 avec la loi du 6 janvier 1978 sur la loi sur l'informatique et les libertés, mais l'édifice est loin d'être construit. Me semble être un dispositif qui devra, j'allais dire, articuler des branches complémentaires, et ce qui est possible à faire sur le plan du marché privé en termes d'autorégulation n'est sûrement pas possible à faire en ce qui concerne, j'allais dire, les fonctions régaliennes, et notamment la fonction de juger qui doit relever, à mon avis, de la loi, voire peut-être de la protection de la Constitution. Je pense que chacun doit faire son métier. En revanche, je crois qu'il faut plaider, et cette journée est un bon exemple, il faut plaider que ces différents niveaux d'intervention soient articulés entre eux.
Et que peut-être, alors je ne sais pas si c'est le Sénat qui nous réinvitera, mais peut-être qu'effectivement, législateurs, acteurs de la société civile, professions réglementées, juges, nous puissions nous retrouver, autorités administratives indépendantes, pouvions nous retrouver régulièrement pour organiser cette complémentarité de la régulation. Je vous remercie.